Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de 30 minutes d'actu scientifique. Dans un premier temps, toute l'équipe de la SFAR et le comité scientifique vous adressent ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019. Une année 2019 qui sera riche encore en nombreux rendez-vous scientifiques, aussi bien dans le domaine de la douleur, de la réanimation, de l'anesthésie, la médecine périopératoire et des urgences vitales. Donc revenons à notre sujet aujourd'hui, la réhabilitation accélérée après chirurgie dans la prise en charge des enfants. Et je vous rappelle le format de la communication, une dizaine de minutes d'exposé scientifique par le professeur Souaïd Amani, suivi de questions que vous nous poserez via le Twitter, le Facebook ou le chat. Donc nous accueillons Souaïd. Bienvenue Souaïd. Souaïd Amani, tu es chef de service à l'hôpital Robert Debré. Tu as une grande expérience dans la chirurgie lourde des enfants, que ce soit en chirurgie de scoliose, mais également dans toute autre chirurgie de recours dans les centres hospitaliers qui font de la prise en charge des enfants. Et donc, nous t'avons demandé de nous présenter les essentiels en ce qui concerne la réhabilitation accélérée après chirurgie. Merci, Souaïd, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Donc, le titre du topo, c'est RAC après chirurgie, scoliose, de la scoliose idiopathique pédiatrique. Bien entendu, le titre est indicatif et il faut prendre la RAC dans la présentation qui va venir à titre un peu plus général. Donc, quelques points essentiels. Alors, j'ai repris ce que l'HAS a écrit. Je vous ai mis en gras les éléments importants. Les éléments importants, c'est à terme, elle doit être appliquée à tous les patients, à toutes les spécialités. Donc, c'est important de considérer que tout patient peut bénéficier de ces techniques de réhabilitation accélérée ou améliorée après chirurgie. Donc, c'est un projet d'établissement, donc c'est pluri ou multidisciplinaire. C'est très important de le voir. On va voir qu'il faut des leviers pour pouvoir améliorer tout ça. Et bien entendu, c'est un levier formidable pour l'amélioration des pratiques de toutes les équipes et surtout de la collaboration entre toutes les équipes. Alors, on a peu de données malheureusement pédiatriques dans le domaine de la RAC. Vous allez voir qu'il y a quelques études, mais on reste quand même au stade de début. On a quand même des enjeux financiers, des enjeux d'organisation au travers de la RAC. La RAC en pédiatrie, il y a une particularité à retenir, c'est que c'est facilité par les caractéristiques des patients. Je vous rappelle qu'en France, la chirurgie pédiatrique, dans 92,2% des cas, elle est faite chez des patients ASA 1-2. Alors je ne dis pas que c'est restrictif, les autres n'y ont pas droit, mais en tout cas, il faut se rappeler quand même que c'est un élément qui est facilitateur pour mettre en place des programmes de RAC. Et puis, bien entendu, on a bénéficié ces dernières années d'amélioration dans la prise en charge périopératoire ou de la médecine périopératoire de notre côté, nous, mais également les chirurgiens. Les chirurgiens ont amélioré leurs techniques, notamment les techniques mini-invasives. Et on pourrait parler de la chirurgie abdominale, par exemple, qui se prête très très bien à ce type d'organisation périopératoire. Alors, le principe, c'est de bien faire les choses. La RAC, c'est ça. On fait bien les choses. Alors, on a l'habitude de dire, on traite, on prévient la température, l'antibioprophylaxie, etc., un certain nombre de choses. En fait, c'est des éléments de la littérature, de bonnes pratiques qu'il faut absolument appliquer. Donc, en préopératoire, on informe les patients, on aura largement le temps d'en débattre. La nutrition, l'immunonutrition qui aide donc à passer la période périopératoire. La préparation colique qu'on a abandonnée, notamment pour la chirurgie colique. Le jeûne préopératoire, là, il faut le limiter au maximum. Ce n'est pas uniquement pour des apports hydroélectrolytiques, mais c'est également pour le bien-être du patient. Et en pédiatrie, on a même montré que le fait de ne pas laisser les enfants à jeun, en tout cas pour ce qui est le jeûne liquidien, 2 heures avant l'intervention, ça permettait d'améliorer la douleur post-opératoire. Et les apports en carbohydrates, c'est également important. La période intraopératoire, là aussi, je vous ai mis un certain nombre d'éléments. Il faut être rigoureux dans la prise en charge. Il n'y a pas de petites choses. Il y a un enchaînement d'un certain nombre d'éléments qu'il faut respecter. On traite la douleur, on prévient l'hypothermie, l'antibioprophylaxie est importante. Enfin, tous les éléments que vous connaissez largement sur la réhabilitation accélérée après la chirurgie. Et bien entendu, le post-opératoire qui est très important. Il faut alimenter le plus vite le patient. Il faut retirer tous les tuyaux, sonde gastrique, sonde urinaire, etc., qui à des moments attachent le patient à l'hôpital ou en tout cas à sa structure.
et mettre le patient au cœur de son traitement et sa prise en charge post-opératoire. C'est ça qui est important, c'est que le patient doit s'approprier sa propre santé. En tout cas, c'est comme ça que le message doit passer et c'est comme ça qu'on essaye de faire passer le message. Alors, juste pour vous donner un état des lieux des différentes expériences internationales dans le domaine de la RAC, vous voyez ici que vous avez une série d'interventions. C'est des interventions liées par exemple aux chirurgies intra-abdominales, chirurgie du reflux, les appendicectomies. Enfin, il y a un certain nombre de chirurgies essentiellement qui sont viscérales là. Et là, vous voyez là où il y a des étoiles, eh bien, il y a une réduction de la durée de séjour. Alors, c'est très réducteur puisque ça ne touche que la durée de séjour. Je vous rappelle que la durée de séjour n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est de garder le patient à l'hôpital le temps qu'il faut. Après, quand il n'a plus besoin d'hôpital, eh bien, il sort. Ce n'est pas parce qu'on a réduit la durée de l'hospitalisation qu'on a fait un bon programme de RAC. Il faut veiller à ce que les éléments de prise en charge périopératoire soient respectés. Ça, c'est très important. Alors nous, on s'est intéressé plus particulièrement à la chirurgie scoliotique, pas parce qu'on a sélectionné cette chirurgie, mais on l'a sélectionnée pour la lourdeur. C'est quand même une chirurgie qui est extrêmement importante, qui peut être pourvoyeuse d'hémorragie, qui se réhabilite difficilement du fait de la douleur post-opératoire, de la consommation de morphine, de l'iléus post-opératoire. Tous ces éléments-là, ça nous a semblé être un bon moyen de commencer. Alors on a commencé par le plus dur, mais en même temps, quand on montre que ça marche sur le plus dur, eh ben, ça marche mieux ailleurs. Et bien, vous voyez que ce programme, qui est assez simple, c'est justement administrer la morphine en post-opératoire, l'analgésie multimodale, la prise en charge intraopératoire de ces patients, notamment la prévention de l'hypothermie, la prévention de l'infection et la dégression progressive des médicaments par voie intraveineuse et le relais oral de ces médicaments. Vous voyez le résultat. Le résultat, c'est qu'effectivement, ces patients sont réhabilités beaucoup plus vite et cette équipe avait des durées de séjour, comme vous le voyez ici, qui passait de 5 jours à peu près à 3 jours et demi, 3 jours. Donc c'est quand même quelque chose, même si ce n'est pas une fin en soi, encore une fois, c'est quelque chose qui est appréciable pour les patients de pouvoir quitter l'hôpital le plus rapidement possible. Alors, dans l'expérience locale, comment on a fait, parce que c'est ça important, c'est l'aspect pratique. L'aspect pratique, c'est qu'on a organisé des réunions ou une réunion multidisciplinaire en 2016 pour définir les points importants de la réhabilitation. Alors, vous voyez que ça a réuni quand même pas mal de monde. C'est un parcours de santé, hein, la réhabilitation. C'est ça qu'il faut bien voir. Chirurgien, pédiatre, anesthésiste réanimateur, infirmière, aussi bien des étages de la salle de réveil, infirmière anesthésiste, kinésithérapeute. C'est très important. Vous allez voir que c'est de la chirurgie fonctionnelle. Donc, c'est important que les kinésithérapeutes soient impliqués là-dedans. L'équipe douleur et même des psychologues, parce qu'il y a des prises en charge, il y a des moments qui nécessitent l'intervention des psychologues. On a écrit un protocole, et d'ailleurs ce protocole, vous pouvez le trouver facilement sur la plateforme de GRACE, qui est la plateforme de réhabilitation accélérée après chirurgie francophone, où vous pouvez trouver l'ensemble et le détail de tout ce protocole qui a été publié sur cette plateforme. Alors, avant de passer aux résultats, je voudrais juste insister sur quelques points importants qui sont le côté organisationnel de la réhabilitation. C'est effectivement de l'application de bonnes pratiques, mais c'est surtout pouvoir motiver des gens. Donc il faut insister sur le côté novateur de la démarche, c'est très important. Quand on arrive avec cette notion-là, eh ben, c'est fédérateur vis-à-vis des décubes. C'est nouveau, c'est beau, c'est à la mode, etc. Vous usez de tous les adjectifs que vous pouvez, mais il faut montrer le caractère novateur de la chose. Et même vis-à-vis de l'administration, très très important. Mettre en avant la logique soignante plutôt qu'au comptable, on va le voir. Quand on dit ça fait des économies, etc., d'abord ça fait braquer les gens compte tenu de l'ambiance actuelle sur les finances, mais également ce n'est pas tout à fait vrai qu'on fait des économies. Insister sur l'importance de chaque intervenant, c'est très important de valoriser l'action de chacun. Ce n'est pas l'affaire de l'autre, c'est l'affaire de tout le monde. Et là, ça devient une équipe qui intervient là-dedans. Et puis surtout, donner l'exemple. Si c'est les anesthésistes réanimateurs qui commencent, eh bien, la salle de réveil, en tout cas la période post-opératoire précoce, doit être indemne de tout anicroche. Il faut que ça marche bien, il faut donner l'exemple. Et moyennant quoi, si vous mettez en place ces mesures, mais il y en a probablement d'autres, eh bien, c'est très important pour avancer. Alors, quelques résultats. Je vais passer rapidement, juste pour vous dire que sur l'ensemble des éléments qu'on a mis en place, eh bien, on a quasiment une application
quasi parfaite de tous les éléments de la réhabilitation, que ce soit l'administration d'antalgique intraopératoire, post-opératoire, que ce soit les relais antalgiques en post-opératoire, et vous voyez que les durées de séjour, elles approchent quand même celles d'outre-Atlantique, ce qui est quand même une certaine réussite, hein, puisqu'on a des durées de séjour entre 3 et 5 jours, et actuellement on est quasiment pour tous les patients à 4 jours de séjour intra-hospitalier, c'est quand même pas mal, compte tenu de là où on partait, qui était à peu près entre 7 et 10 jours post-opératoire. Alors l'intérêt de la technique, c'est un processus multidisciplinaire, c'est source de communication et de motivation. Si vous voulez unir des équipes, c'est ça qu'il faut faire. C'est une sortie plus rapide des patients, donc c'est un élément majeur sur tout ce qui est nosocomial, alors les infections certes, mais également tous les troubles du comportement post-opératoire, notamment en pédiatrie. On sait que c'est la scoliose, par exemple, c'est essentiellement des adolescentes, qu'il y a un profil psychologique particulier et que les sortir de cet environnement hospitalier qui les maintient, c'est très important. Et puis un intérêt économique qui est assez théorique, on va pouvoir en parler. Et puis la pratique, il faut savoir que c'est chronophage, donc vous allez passer beaucoup de temps à faire, à refaire, à dire, à redire. Hein, c'est une classe de CP, hein, la RAC, donc il faut toujours redire la même chose et puis veiller de manière régulière à évaluer vos pratiques. C'est le caractère répétitif. Alors l'argument économique, il est peu incitatif. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a une rigidité du système. Vous diminuez les durées d'hospitalisation, mais c'est le personnel qui coûte le plus cher. Donc si, entre parenthèses, vous ne virez pas du personnel, vous n'aurez aucune économie. Donc il ne faut pas compter sur la RAC pour faire des économies. Ce n'est pas vrai, c'est pour le patient. D'accord ? Et puis, bien entendu, on a le système des bornes basses pour la rémunération à l'activité, où si vous descendez en dessous d'un seuil de jours d'hospitalisation, ça dépend des patients, vous pouvez être pénalisé sur le plan financier, donc gagner moins sur la T2A, ou sur la valorisation des groupements hospitaliers de séjour. Donc, réfléchir, ce n'est pas financier, d'accord ? Et puis, on va dire, la RAC, c'est vraiment une porte d'entrée qui est très bien faite sur toute la médecine ambulatoire, puisqu'effectivement, si vous arrivez à baisser vos durées d'hospitalisation, donc peut-être à un moment ou à un autre, il faut penser à une bascule ambulatoire, donc une sorte de continuum qui est à considérer entre une prise en charge classique, une RAC et puis un passage secondaire à l'ambulatoire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Swai, pour cette présentation, une stratégie de prise en charge qui est très fédératrice pour nos équipes, qui est une avancée pour les malades. Quand on prend en charge les enfants, on est d'accord, on prend en charge un enfant, mais on prend en charge une famille, on prend en charge des parents. Donc, est-ce qu'il y a un rôle particulier de la prise en charge des parents dans les protocoles, les stratégies de RAC qu'on va mettre en place dans nos équipes d'anesthésie et réanimation? Est-ce qu'on doit intégrer les parents dans cette réflexion? Effectivement, quand on s'occupe d'enfants, ou quand on a l'habitude de dire, quand on anesthésie un enfant, on anesthésie toute la famille. Donc c'est toute la famille dont il faut s'occuper. Alors bien entendu, il faut expliquer d'abord aux parents que ce n'est pas parce qu'on fait sortir, mais c'est comme l'adulte, qu'on fait sortir l'enfant beaucoup plus précocement, qu'on va moins bien s'en occuper. Au contraire, on va favoriser la qualité de la prise en charge sur, bien entendu, le séjour hospitalier où on va peut-être traîner à mettre en place un certain nombre de choses. Et là, il est important que les parents soient impliqués dans ce processus, d'accord ? Aussi bien pendant l'hospitalisation qu'après l'hospitalisation, et j'ai envie de dire même après l'hospitalisation. Dans les expériences au début, on tâtonne, est-ce qu'on a fait sortir le patient, est-ce qu'on ne l'a pas fait sortir, etc. Les chirurgiens, notamment, il y a une petite anxiété de je l'ai fait sortir à J4 ou J5 alors que j'ai l'habitude de le faire sortir à J10. Donc tout ça, les parents peuvent être un levier, une aide pour la prise en charge ou l'implémentation de la RAC. Puis indépendamment de ça, forcément c'est aux parents en règle générale que vous avez les consignes post-opératoires. Et il faut bien voir, j'insiste encore, là c'est des adolescentes dont on s'en occupe, c'est à 80-90% des adolescentes. Elles ont le corps qui est déformé, donc vous voyez que l'impact psychologique ça peut avoir. Et derrière, forcément, il n'y a pas toujours toute la maturité nécessaire pour appréhender un certain nombre de choses. Et là, le rôle des parents intervient, parce que c'est un rôle un peu régulateur, c'est ça qui remet de l'ordre un peu dans les choses. La prise en charge de la douleur, elle est très très importante. La rééducation
pour motiver aussi l'enfant à la rééducation. Là, avant, on les levait à J2, J3. Maintenant, c'est à J1 qu'on l'élève. On leur dit de se lever à J1. Il y a des moments, même en salle de réveil, on essaie de commencer un peu la mobilisation, la position demi-assise, etc. Donc, les parents, ils ont un rôle actif dans l'ensemble de cette réhabilitation. D'accord. Parce que cette stratégie, elle est fédératrice pour l'enfant. On a vu que lorsqu'on la met en place de façon très rigoureuse, on peut avoir une diminution de la consommation de morphine en SSPI. En revanche, ces chirurgies qui sont très lourdes sont souvent associées à une incidence des douleurs persistantes post-opératoires élevées de l'ordre de 20 à 40%. Est-ce que tu penses que ces stratégies, in fine de RAC, vont pouvoir diminuer l'incidence des douleurs post-opératoires persistantes? La RAC, la première fois que j'ai lu la RAC, en fait, la RAC, c'est la bonne application de ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire. C'est juste qu'on ne l'appliquait pas correctement et que les chirurgiens, il y a des moments, quand ils font avec nous de la RAC, ils découvrent aussi qu'on traite l'hypothermie, on traite ci, on traite ça, etc. Donc, si vous appliquez vraiment ces concepts d'analgésie multimodale en essayant de diminuer les consommations de morphine en post-opératoire, parce que l'un des éléments, si on résume la douleur chronique ou persistante en post-opératoire, il y a deux déterminants majeurs. Le premier déterminant, c'est l'hyperalgésie, notamment induite par la morphine post-opératoire. Et la deuxième chose, c'est tout le volet psychologique avec l'anxiété, dépression, qui sont extrêmement présents chez les patients qui sont scoliotiques. Et donc, si justement vous arrivez à diminuer ces consommations de morphine en post-opératoire, eh bien, vous allez gagner probablement en termes de réhabilitation de douleurs chroniques post-chirurgicales. Explication, si vous baissez la morphine, vous êtes susceptible, ça reste à démontrer bien entendu, ça c'est pas, mais vous êtes susceptible de diminuer l'incidence de ces douleurs chroniques. Il y a des moments, Karine l'a bien souligné, c'est entre 20 et 40%, c'est pas négligeable. C'est quasiment sur 10 patients qui seront opérés, il y en a 6 qui vont se plaindre quand on leur téléphone 3 à 6 mois après de douleurs persistantes. On aura, entre parenthèses, traité ce problème de déformité rachidienne et elles gardent des douleurs qui, la majorité des temps, sont des douleurs neuropathiques et donc extrêmement difficiles à traiter. Voilà. Donc oui, il y a probablement un effet et cet effet, il est bien entendu à étudier. En tout cas, c'est l'un des thèmes sur lesquels on va se pencher. Alors si on reprend ces stratégies, surtout la période préopératoire, est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour prendre en charge les adolescents, leur expliquer ce qu'est la douleur, la prise en charge, la prise des médicaments prescrits, l'absence de risque lié à ça? Comment se gère, comment vous préparez l'adolescent qui est dans une période, on le sait, critique, avec ce problème de déformation de son corps, de son image? Comment vous les préparez? Est-ce que vous avez fait appel à d'autres structures? Comment vous faites? Alors, systématiquement, en tout cas dans le centre où on a l'équipe douleur, notamment les infirmières de l'équipe douleur, qui voient systématiquement ces patients qui vont être opérés de chirurgie scoliotique. Elles les voient systématiquement après notre consultation d'anesthésie. Alors nous, d'ailleurs, en consultation, c'est beaucoup plus technique sur la consultation d'anesthésie, on explique un certain nombre de choses, mais on a remarqué qu'il y avait peut-être quelques manquements sur les explications liées au turnover rapide, au nombre de patients à voir, etc. Donc ces infirmières vont venir et vont expliquer aux patients, puisqu'on leur donne, comme vous l'avez vu sur le diaporama, de la gabapentine en préopératoire et en post-opératoire. Il a été montré, même si c'est un peu décrié, que ça pouvait diminuer les consommations de morphine post-opératoire. Donc ils vont avoir de la gabapentine en préopératoire. Elles ont un traitement de la douleur s'il y a douleur préopératoire. Là aussi, ça peut être le cas de temps en temps. Et donc, elles encadrent un peu tous ces éléments-là. Et puis, certaines patientes, elles arrivent à avoir, elles ont l'expérience pour détecter un peu ces patientes qui sont un peu fragiles ou un peu plus fragiles que les autres, avec de grosses anxiétés, etc. Et à ce moment-là, c'est quasiment le psychologue, un psychologue pédiatre qu'on appelle et qui va voir ce patient autant de fois qu'il faut pour pouvoir régler le problème. J'insiste sur le fait que
là, on a l'habitude de dire on va faire la consultation, etc. Là, on prend son temps. Pour ce type de chirurgie lourde, indépendamment de la RAC, on prend son temps. S'il faut retarder l'intervention, eh ben on va la retarder parce qu'on a l'expérience, et même les chirurgiens ont l'expérience, c'est même pas nous, hein, c'est toute l'équipe, qu'un patient anxieux, mal préparé, mal informé, etc., c'est un facteur de risque ça se passe mal en post-opératoire sur le plan de la douleur, sur le plan de la réhabilitation, sur le plan d'une dépression post-opératoire. Il va y avoir des problèmes d'analgésie, des problèmes de mobilisation post-opératoire, tout ça va s'accumuler. Votre programme de RAC ne va pas bien se passer. On retarde la sortie, on chronicise un peu tous ces états post-opératoires. Donc vraiment, j'insiste sur le côté, ça doit inclure le pré, le per et le post-opératoire, c'est très très important. Alors indépendamment de ça, on a également des ateliers de préparation à l'intervention qui permettent aux patients, alors même si c'est fait sur un mode ludique, hein, qui permettent aux patients d'avoir une image ou en tout cas de se représenter le parcours périopératoire parce que c'est ça qui fait peur. Hein. On a peur de l'inconnu et quand on n'est jamais passé au bloc opératoire et qu'on y passe la première fois, ben voilà, avoir une idée de comment ça va se passer, c'est très important. Voilà, donc tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Alors c'est des prises en charge qui alourdissent un peu le côté préopératoire, mais je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie et en tout cas c'est bénéfique pour le post-opératoire, c'est jamais perdu. On paye en pré, mais c'est pour que ça se passe mieux en post-opératoire. Là, sur les réseaux sociaux, concernant cette préparation, il y a une question qui est très pertinente qui nous dit est-ce que tous les enfants, quel que soit leur âge, peuvent accéder à cette préparation? Est-ce que c'est utile? Parce que c'est vrai que la scoliose, c'est l'adolescent. Est-ce que pour les plus jeunes, vous avez pu expérimenter ça? Alors, la réponse est oui, puisqu'on a été l'un des premiers à implémenter, en tout cas nos infirmiers anesthésistes ont implémenté un atelier de préparation à la chirurgie. On a même montré que ça permettait de diminuer un certain nombre de complications, notamment des complications comportementales en pédiatrie. Et la réponse est, nous en tout cas dans notre centre, et dans tous les centres où ça se fait, c'est ouvert à tous les enfants. Le problème, c'est bien entendu la disponibilité des parents. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique. On le sait aujourd'hui. Dès que vous arrivez à jouer sur cette composante anxiété, aussi bien celle des enfants que celle des parents, un enfant, quand il est tout petit, il ne connaît pas la peur. Le bloc opératoire, c'est plutôt amusant pour lui. Ce qu'il voit, c'est l'anxiété de papa-maman. Et il se comporte en buvard, et à ce moment-là, c'est là où l'anxiété apparaît. Donc avoir tout ce côté pour la famille, c'est des préparations familiales, où vous arrivez à leur expliquer un parcours. Alors nous, on a une petite maquette de bloc opératoire et on joue avec eux avec des Playmobil. Hein. Alors, je dis le nom d'une marque, enfin c'est vraiment ça. Et ils s'approprient le jouet pour pouvoir faire leur parcours. Rien que d'imaginer la chose, ça diminue énormément l'anxiété préopératoire parce que forcément, ils savent ou ils ont anticipé un certain nombre de choses que sans cet atelier, ils n'auraient pas anticipé. En tout cas, ça aurait été pour eux un inconnu. Donc là, maintenant, toutes les techniques qui permettent justement de pouvoir visualiser cet environnement dans lequel ils vont se retrouver le jour où ils vont être opérés sont bénéfiques pour le patient. Et moi, j'ai envie de dire que oui, c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, c'est une diffusion ces dernières années de toutes ces techniques d'information ludique qui permettent justement de traiter cette anxiété préopératoire. Donc oui, tous les patients devraient y passer. Moi, je dis que ça devrait être obligatoire, enfin ça n'engage que moi. Donc la phase préopératoire, une phase essentielle. Ensuite, une deuxième phase où probablement il faut que là, on concentre toutes nos attentions, puisque c'est notre cœur de métier, c'est le péropératoire. Alors le péropératoire, nous avons deux questions, sur le plan volémie et sur le plan analgésie. Donc une première question qui nous demande, est-ce que vous avez associé à cette stratégie de RAC des stratégies d'optimisation de la volémie péropératoire? Alors, volémie, je vais traiter deux sujets. Je vais traiter le problème du saignement et je vais traiter le sujet de la volémie. Aujourd'hui, pour la volémie, on a des moyens de pouvoir monitorer la volémie, notamment que c'est des adolescentes. Donc le Doppler œsophagien, pour ne citer que celui-là, c'est un bon moyen et on le met quasi systématiquement pour pouvoir suivre la volémie en péropératoire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'on fait, et ça c'est une préparation justement indépendamment de la volémie, c'est l'hémoglobine.
tous les patients bénéficient d'érythropoïétine préopératoire. Là, on a diminué notre taux de transfusion, ils sont quasiment à 0%, on ne transfuse plus les patients, justement en traitant en préopératoire les anémies préopératoires, mais indépendamment de ça, on met quasiment tous les patients à 14-15 grammes d'hémoglobine, ce qui nous met largement à l'abri des transfusions périopératoires. Donc de ce côté-là, c'est quelque chose auquel il faut veiller, mais indépendamment de toute RAC. Si vous ne faites pas de la RAC et que vous faites des chirurgies lourdes, je vous renvoie aux recommandations, notamment de notre société savante, sur le monitorage. C'est une chirurgie lourde qui nécessite une prise en charge volémique, en tout cas une optimisation volémique. Donc ça, c'est très important de le faire. Alors sur la douleur, maintenant, effectivement, la douleur, on la considère, on la découpe évidemment en pré, pér, post-opératoire. La douleur, c'est un continuum, c'est une prise en charge globale, d'accord ? Si vous avez traité, voyez-la comme étant également une prise en charge qui doit être continue. Si vous traitez une douleur préopératoire, vous allez pouvoir diminuer de l'hyperalgésie. Le péropératoire, pareil, doit préparer à chaque fois le post-opératoire. Alors, parmi les techniques qu'on est en train d'essayer de développer, c'est des techniques d'épargne morphinique, et notamment d'anesthésie sans morphinique. Là, actuellement, on a quasiment en pratique courante, à Robert Debré, des protocoles qui associent de la dexmédetomidine et de la kétamine, et on n'administre plus de morphinique en intraopératoire, hormis bien entendu l'arachimorphine. Celle-là, voilà, elle nous aide beaucoup, on n'arrive pas encore à s'en défaire. Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut améliorer les choses. Et moyennant quoi, on a observé qu'en post-opératoire, on avait des baisses significatives de consommation de morphine par rapport à un protocole classique. Donc vous voyez que cette prise en charge intraopératoire est importante. Bien entendu, elle associe tous les médicaments, c'est des adolescents, quasiment adultes, donc on leur donne du paracétamol, des anti-inflammatoires, c'est des très bons épargnants morphiniques, là, et les orthopédistes, ça ne leur pose pas de problème, donc il y a des anti-inflammatoires, on les garde pendant 48 heures, comme c'est recommandé, et on leur donne également du Nefopam, c'est la triple association, comme ça a été montré récemment, où cette triple association avait un effet bénéfique sur la réduction de consommation de morphine. Encore une fois, l'objectif, c'est de diminuer au maximum les consommations de morphine sans toucher à la qualité de l'analgésie, ce qui va permettre une meilleure réhabilitation puisqu'on aura moins de nausées, moins de vomissements, moins de troubles du transit, etc. Donc vous voyez que c'est un tout, il faut essayer de prendre la stratégie dans son ensemble pour pouvoir un peu améliorer la chose. Avec bien sûr, comme chez les enfants, beaucoup d'anesthésie régionale. Bien entendu. Alors ça, on n'a pas parlé de la scoliose, mais il y a des gens qui effectivement posent des cathéters de péridurale en post-opératoire, ça marche très très bien. Mais si on parlait de chirurgie digestive ou d'autres types de chirurgie, même la chirurgie maxillofaciale, l'anesthésie ou l'analgésie loco-régionale est primordiale. D'accord ? C'est primordial. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une diffusion démocratique de ces techniques. Donc, effectivement, si vous avez de la chirurgie abdominale, alors là, c'est la loco-régionale est bien entendu fortement indiquée, très fortement indiquée. Donc, en post-opératoire, après avoir fait tous ces efforts, on ne peut pas imaginer de les faire sortir de la SSPI et de les oublier. Probablement qu'il faut prendre en charge cette douleur dans le cadre de la médecine périopératoire. Et là, je pense qu'on a un grand rôle à jouer. Alors, comment vous êtes organisé à Robert Debré chez les enfants qui sont d'une part hospitalisés ? Et qu'est-ce qu'on fait quand ils sortent Parce que quand ils sortent de l'hôpital à 5 jours, on ne peut pas imaginer que la douleur est résolue. Alors voilà. Comment on fait ? Alors, en pratique, quand ils sont durant la période hospitalière, c'est essentiellement on a une équipe d'IAD qui sont détachés et donc qui vont faire ce suivi post-opératoire. Il s'agit essentiellement de rappeler les règles de bonne pratique de la RAC. Alors, on a actuellement 2 programmes, un programme pour les scolioses et un autre programme qui a débuté pour des malformations rectales de type maladie de Hirschsprung, où là, pour la peine, c'est des enfants, ils sont tout petits, on les fait sortir à J2 post-opératoire. Donc vous voyez qu'on arrive à diminuer quand même les durées de manière importante sans sacrifier la qualité des soins. J'insiste sur ce point, le but, ce n'est pas de les faire sortir alors qu'ils hurlent de douleur. Donc le péropératoire, c'est... alors la pédiatrie, c'est un élément qui humainement touche, ce qui fait que la partie prise en charge de la douleur est relativement bien faite par le personnel aussi bien médical, paramédical, les pédiatres, les infirmières de salle, etc. Donc c'est quelque chose qui se passe bien. Le post-opératoire, par contre, à domicile, quand ils sortent en centre de rééducation, etc.,
Ça, il faut absolument veiller à ce que ce soit rigoureux. Parce que quand on sort de l'hôpital, on laisse pas sa douleur à l'entrée de l'hôpital. Elle part avec le patient. Et donc, il faut continuer ses efforts. Alors, certainement, on les fait sortir quand ils sont, bien entendu, soulagés, à J4, ou presque aucun n'a de la morphine. Mais par contre, veillez au moins à une administration systématique, mais ça, c'est le message que je véhicule pour la chirurgie ambulatoire, et pour tout type de chirurgie, paracétamol et anti-inflammatoire systématique. Ce n'est pas au besoin. Je ne sais pas ce que c'est le besoin. Les parents évaluent très mal la douleur de leurs enfants. Et il y a des moments où les enfants ne posent pas la question. Donc, systématique, paracétamol, INS, toutes les 6 heures. Et ce moyen, il est très bon. Très bien. Une dernière question avant de clôturer cette émission. Nous avons beaucoup parlé de la chirurgie orthopédique. Tu es d'accord pour dire que ça s'applique à toutes les chirurgies lourdes de l'enfant? Alors, ça s'applique à toutes les chirurgies. Lourde, pas lourde, ASA 1, ASA 4, ce que vous voulez. Le but, ce n'est pas de dire je vais réduire ou il faut que je le fasse chez des patients. Certes, il faut commencer toujours par des choses un peu faciles, mais toute chirurgie est réhabilitable. C'est très important de l'avoir, je vous l'ai dit. Par exemple, à Robert Debré, on fait de la thoracoscopie en ambulatoire. Voilà, pour parler. Donc, c'est des patients qui rentrent, ils ont 2-3 mois. Ils ont de la thoracoscopie, pas pour n'importe quelle indication, et le soir, ils sortent chez eux. Et ça marche très très bien. Tout le monde est content, les parents sont contents, ils récupèrent leur bébé, il va très bien. La maladie de Hirschsprung, donc c'est des chirurgies qui sont rectales, c'est un abaissement transanal, c'est des chirurgies qui sont extrêmement douloureuses, et pourtant, on arrive à les faire sortir à J2 post-opératoire. Donc, ne pas être limitatif sur le patient, sur la chirurgie, sur... Toute chirurgie est réhabilitable, c'est ça qu'il faut garder comme maître bon. Merci beaucoup Souhaib pour cet engagement et ce dynamisme dans le sujet. Donc tu nous as bien rappelé tous les points essentiels pour la réhabilitation après chirurgie chez l'enfant, que ce soit le pré, le per, le post. Nous allons donc clôturer cette émission. Nous avons encore 2 rendez-vous très proches, le 2 février 2019 avec le e-congrès que vous pourrez suivre depuis vos écrans et une nouvelle émission le 5 février, une nouvelle émission 30 minutes d'actu scientifique et ça sera consacré à l'antalgie post-opératoire. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Et à très vite.